Voilà, merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. Merci Guillaume de cette invitation. C'est vrai que c'est en toute amitié que je viens parce que ça fait plusieurs années maintenant que j'ai l'occasion de travailler avec la région, d'être intervenu ici ou à Besançon avec grand plaisir. Et c'est toujours avec plaisir que je viens et je retrouve aussi des têtes connues, donc c'est encore mieux. Et puis des têtes inconnues, c'est encore bien aussi de découvrir d'autres personnes. Et surtout de partager, en fait c'est ça qui est la question, c'est de partager une réflexion que j'essaye de mener. Pour ceux qui me suivent sur le Café Pédagogique, vous savez que effectivement j'ai l'occasion d'essayer de faire avancer la réflexion. Alors parfois c'est un petit peu comment dire, dense ou parfois un petit peu abscon pour certains d'entre vous parce que les sujets abordés sont parfois un peu lointains puis parfois ils sont très proches. Ça varie d'une semaine à l'autre selon un petit peu l'actualité puis l'humeur du temps. Aujourd'hui, la question c'est la classe inversée. Alors vous avez de la chance parce que je sors d'un espace universitaire et je vais rentrer dans une formation dès cet après-midi sur la classe inversée, former des gens de l'enseignement agricole sur la classe inversée où on travaille justement, alors on vit ce qu'on fait et on fait ce qu'on vit, c'est-à-dire qu'on inverse la formation quand on l'a fait. Alors, c'est ce qu'on va voir cet après-midi, si ça va marcher. Alors, on va nous faire un parcours pour essayer de comprendre un petit peu et de travailler ensemble sur les questions que pose la classe inversée, sur comment ça marche, les difficultés, les obstacles, et puis finalement reprendre quelque chose que j'aime bien. Vous avez peut-être lu la chronique que j'ai faite sur la critique de cet ouvrage de les classes inversées. Il y a au moins une vertu, et c'est la principale à mon avis de cet ouvrage, hormis toutes les autres qui sont des grandes qualités, mais c'est surtout que classe inversée est au pluriel. Et le fait que ce soit au pluriel va rassurer tous les gens qui pensaient que la classe inversée c'était très singulier. Non, c'est pas singulier, c'est pluriel. Alors pour commencer, on va se souhaiter une bonne année, et une bonne année à l'endroit. Alors excusez-moi, j'ai fait l'erreur, évidemment, j'étais trop vite. Regardez, vous n'êtes pas sans savoir que c'est assez amusant, mais c'est une forme d'inversion. C'est une forme d'inversion aussi. Je trouvais que la démarrer comme ça, surtout que l'année 2015 a été un peu difficile dans notre société, et on peut souhaiter peut-être déjà un peu de joie et de bonheur à tout le monde. J'ai encore le droit, nous ne sommes pas arrivés encore en février, donc je me l'autorise. Du coup, voilà la première classe inversée, telle qu'elle a été inventée il y a des années et des années, où au début des technologies qui permettaient de transmettre à distance de l'information, on rêvait déjà de faire apprendre à distance et de dire aux gens mais on pourrait peut-être apprendre autrement. Alors au départ c'était déjà carrément de l'enseignement à distance pur, et puis on a réfléchi, enseignement mutuel, enseignement à distance, etc., etc. En tout cas, l'idée de la classe inversée est une idée qui est dans l'air depuis longtemps. La question c'est pourquoi ça apparaît aujourd'hui et qu'est-ce que ça donne aujourd'hui. Alors, d'abord, la classe inversée c'est un espace de liberté contrôlé. Alors là-dessus j'ai un petit peu un a priori, je veux dire, pas négatif mais disons critique, en disant la classe inversée c'est très bien parce que ça gêne personne. Alors oui, c'est évidemment, c'est sympa, regardez, on inverse, c'est sympa, ouais, c'est sympa, mais ça ne dérange personne, et pour la raison suivante, c'est que fondamentalement notre système nous dit, enfin c'est pas le système, c'est le ministère qui nous dit, il y a 3 choses auxquelles vous n'avez pas le droit de toucher. C'est écrit, hein, c'est écrit, je pourrais vous donner la source. Hein. C'est ce qu'on a dit au Conseil national de l'innovation quand on ne touche pas au programme des disciplines, on ne touche pas aux horaires des disciplines, on ne touche pas aux examens. Du moment que vous ne touchez pas à tout ça, alors vous avez un peu de liberté pédagogique. Alors si je dis cela, c'est parce que c'est effectivement une des raisons pour lesquelles finalement la classe inversée a assez bonne presse, c'est que finalement ça ne dérange pas vraiment beaucoup l'institution, et même au contraire, ça lui permet de se dire, tiens, il y a peut-être la possibilité aussi de ce côté-là de voir des choses intéressantes. Et quand on y regarde de plus près, effectivement, il y a des choses intéressantes. Alors, c'est sûr que je ne m'arrêterai pas à Madame Annick, ou Mademoiselle Annick, plutôt que certains ont dû aller voir sur Internet, puisque mes collègues en parlent beaucoup, et que avec sa présentation sur Internet de la classe inversée, on était tous un peu surpris. Mais disons que on a quand même observé un certain nombre de choses très intéressantes, bien au-delà de Madame Annick, Mademoiselle Annick, mais on a vu des choses en fait très riches, et c'est dans la variété justement qu'on les a vues. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que, certes, on peut associer numérique et pédagogie dans la classe inversée, mais on n'est pas forcément obligé, déjà. Le numérique n'est pas forcément le point de passage obligé. Ceci dit, hein, la classe inversée a été très marquée au départ par « oui, mais grâce au numérique, on fait de la classe inversée ». La réponse est non.
Et Marcel Lebrun, dans une de ses vidéos, dans une interview, il dit en 72, il y avait un prof, il nous disait lisez le bouquin avant de venir en classe, et après ça on en discutera. Bon, c'était une forme de classe inversée aussi. Donc on n'est pas vraiment dans de la grande nouveauté de ce côté-là. C'est vrai par contre que le numérique donne des possibilités que nous n'avions probablement pas de façon aussi aisée auparavant. Donc ça va être un moyen intéressant à utiliser. Par contre, introduire l'idée qu'il y aurait une pédagogie numérique avec la classe inversée, moi, me paraît totalement faux. Il n'y a pas de pédagogie numérique avec la classe inversée, il y a une utilisation pertinente du numérique dans un contexte pédagogique donné, qui est l'inversion pédagogique. Alors attention, le mot inversion fait frémir les psychologues. J'ai eu une remarque récemment d'une psychologue qui me dit « Ah non, non, il ne faut pas parler d'inversion parce qu'en psychologie, ça a un autre sens. » Donc je vous demande d'être très prudent, car en psychologie, l'inversion est quelque chose qui n'est pas forcément aussi simple que cela. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que ça questionne le travail à la maison. Et ça, c'est une grande nouveauté. Alors on avait une première nouveauté qui était arrivée, enfin une première évolution qui était arrivée avec le cahier de texte numérique, où d'un seul coup, on nous disait tiens, on va commencer à aller voir un petit peu du côté de la maison, puis les parents pourront voir un peu du côté de l'école. C'était gagnant-gagnant, si vous voulez. Et puis, on reste quand même très longtemps avec l'idée qu'à la maison, ce qui se passe, on ne sait pas trop bien, on leur donne des exercices, mais ils les font pas. Quand on prend le bus le matin et qu'on voit les jeunes copier très rapidement ce qu'ont fait leurs copains la veille au soir pour les exercices, effectivement, bon, on comprend que le travail à la maison, ça existe pas. Et puis si vous avez vu Être et avoir, vous avez sûrement vu cette séance délicieuse de travail dans ce film où on voit un moment un gamin faire ses exercices, un enfant faire ses exercices de maths à la maison, et avec toute la famille autour, ils sont dans la salle commune, et évidemment chacun veut aider, personne ne comprend rien, les parents bien évidemment ne comprennent rien à l'exercice, et finalement en disant bon, mais tu demanderas à ton prof. Sauf que le prof il n'est pas là. Il n'est pas là. Et c'est bien ça le problème, et c'est pour ça que la classe inversée devient intéressante. Alors, c'est un espace de liberté à élargir. Parce que ces frontières que je viens d'évoquer tout à l'heure, qui sont celles fixées par le ministère, par l'État, je dirais en général, sont des frontières qui ne sont pas immuables. Et on sent bien que derrière la classe inversée, on pourrait les élargir. Alors comment ? D'abord, elle invite à interroger les espaces et lieux de travail. En fait, comme on s'intéresse à ce qui se passe à la maison, et que comme on s'intéresse à ce qui se passe à la maison, on s'intéresse aussi à ce qui se passe dans la classe, est-ce qu'on peut encore mettre les tables de la même façon dans la classe, par exemple ? C'est-à-dire qu'on se dit, mais est-ce que finalement, l'apprentissage, apprendre, ça ne nécessiterait pas une reconfiguration des locaux ou de la salle dans laquelle on travaille? Actuellement, moi je participe pas mal au mouvement des Learning Labs, laboratoires d'apprentissage. Et qu'est-ce qu'on fait? Je le teste en grandeur réelle. Par exemple, nous n'avons que du mobilier sur roulette. C'est-à-dire qu'on dit, on ne préjuge pas de ce que l'on va faire dans la classe, on va utiliser le mobilier en fonction de ce que l'on a comme objectif. Donc déjà, vous voyez, ça modifie la perspective. Parce que quand vous entrez dans des établissements où les enfants sont en randonnion et où on a à peine la place de passer derrière eux, on voit bien qu'on contraint une pédagogie comme ça. La salle dans laquelle nous sommes est une salle qui contraint une forme pédagogique qui est la forme magistrale, qu'on le veuille ou non. Ils peuvent vouloir faire du travail de groupe, ça va être quand même difficile. On pourra le faire par proximité, on fera du 2-2, du 4-4. Mes collègues, Denis Berthiaume et autres, ont montré des exercices comme cela. Et aussi, on peut utiliser d'autres espaces. Il y a des espaces dans l'établissement scolaire qui, depuis très longtemps, sont consacrés à l'inversion. C'est les espaces documentaires. Les espaces documentaires, ce sont des espaces, les enseignants documentalistes le savent, ce sont des espaces d'inversion pédagogique. Ils ont même quasiment été inventés sur cet esprit-là. Mais à l'époque, c'était plutôt ce qu'on appelait l'éducation nouvelle, les pédagogies différentes, où on mettait un jeune directement en contact avec le savoir. Ne négligez pas les centres de documentation, les BCD et autres lieux comme cela, ils peuvent être utiles pour les classes inversées. Surtout si les jeunes n'ont pas forcément la possibilité de le faire à la maison. Elle invite aussi à interroger les formes individuelles du travail. Alors d'abord, pour les enseignants comme pour les élèves, c'est de faire évoluer son mode de travail personnel. C'est que l'enseignant, dans sa préparation, ne conçoit plus les choses de la même façon. Il fut un temps où préparer un cours consistait à avoir au moins un titre, éventuellement une page de chapitre du manuel scolaire, et bon an, mal an, on arrivait à s'en sortir pendant l'heure. D'accord ? La classe inversée, c'est embêtant, il faut faire de la scénarisation. Ensuite, il faut faire évoluer la manière dont les élèves se représentent leurs activités, parce qu'ils ont appris l'habitude aussi, les élèves. Ils ont bien compris que, on va attendre qu'il ait fini, hein. Quand il aura fini le prof, on verra ce qu'il faut faire. Eh bien oui, mais là on les embête parce qu'on leur dit non,
Je me souviens dans une autre situation des élèves nous disant « Ah, c'est embêtant parce que maintenant on est obligé de travailler pendant les cours. » Alors, ah bon, vous faisiez rien avant? Bon, on prenait des notes, vous savez, on copiait, quoi. Ah oui, d'accord. Ah ben évidemment. Et alors, on a certains, les collègues qui racontent ça assez souvent, c'est des élèves qui viennent voir un enseignant qui avait mis 3 heures par semaine, ils avaient mis tous en classe inversée. Puis un jour, il y a un étudiant qui vient le voir et qui lui dit on pourrait pas faire court pour qu'on ait un peu quelque chose de solide. Donc le prof a dit bon, 1 heure sur 3, je fais un cours magistral, 2 heures sur 3, on fait de l'inversion. Ah bon, négociation. Bon, faut voir. En tout cas, ce qui est aussi intéressant, c'est l'autre dissymétrie de la relation pédagogique. Vous savez que la relation pédagogique est une relation fondamentalement dissymétrique, dans la mesure où celui qui est devant et ceux qui sont dans la salle ont une relation, il y a une relation d'autorité d'origine, et cette relation d'autorité d'origine, elle est codée, codifiée, et elle est très organisée. Dès lors que vous mettez en place des activités d'appropriation dans la salle de classe, eh bien, inévitablement, vous allez déplacer ce centre de dissymétrie, pour ainsi dire. Vous voyez, on parle de centre de symétrie, mais là, c'est un centre de dissymétrie. Et là, ça devient intéressant. Ça n'enlève pas la dissymétrie, elle est fondamentale, la dissymétrie entre l'adulte et l'enfant, elle est fondamentale entre l'enseignant et l'élève. Mais c'est la façon dont elle se joue qui change. Et là, ça devient intéressant, parce qu'on peut élargir cette relation, et on peut l'élargir, et ce que disent beaucoup d'élèves, c'est « Ah, au moins, on peut poser des questions aux profs ». Alors les profs, vous savez, en 98, quand on leur a dit ça aux profs, c'était l'enquête qu'avait fait Mérieux lorsqu'il était au ministère, on avait dit on voudrait pouvoir parler avec les profs. Alors les profs ont dit mais ils veulent parler de quoi? Et en fait, ce que l'enquête a révélé, c'est qu'ils voulaient parler du travail, c'est-à-dire des questions qui se posaient par rapport à ce qu'ils apprenaient. Or, l'intérêt justement des classes inversées, c'est de permettre à des élèves de poser davantage de questions plutôt que d'attendre la grappe d'enfants qui à la fin viennent sur le bureau vous poser 3 questions. D'accord? Sachant que tous les autres se dépêchent de se barrer parce que de toute façon ils n'auront pas la parole et qu'ensuite il y a la récréation et qu'il ne faut quand même pas louper la récréation. On y apprend au moins autant. Et c'est donc en favorisant le droit de poser des questions qu'on arrive à élargir sur le plan pédagogique les espaces habituellement, les modes de relation entre enseignants et élèves. Alors évidemment l'informatique, elle, est très forte pour empêcher la classe inversée. Alors ça commence avec les nanoréseaux qui nous imposent des classes comme ça continue avec les salles informatiques, et les informaticiens sont très très bons pour fabriquer des salles informatiques, tous en randonnion, on en met 10, 20, 30, j'en ai même vu une salle à 90 ordinateurs. Bon, c'est pas en France, rassurez-vous, mais c'était 90 ordinateurs en randonnion avec 3-4 grands écrans qui permettaient de diriger la salle, c'était très bien, on risquait pas d'inverser les choses, et donc, si on y réfléchit fondamentalement, le prof peut être tranquille dans son coin. Il est devant son écran à lui, et les autres sont devant leur écran, et au moins, et en plus ce qui est bien, c'est qu'on voit même plus les élèves derrière les écrans. Pour ceux qui ont fait l'expérience, c'est intéressant. Et d'ailleurs aujourd'hui, c'est une inquiétude dans les amphithéâtres à l'université. Tous les étudiants ont évidemment leurs ordinateurs, et donc vous ne voyez plus qu'une forêt d'ordinateurs. Alors vous avez toutes les marques, évidemment, alors ça dépend des endroits, ça dépend de la richesse des étudiants, mais on ne voit plus que ça. Et un jour, un collègue de Dijon me disait, Pascal Lardelier, pour ceux qui le connaissent, me disait, mais qu'est-ce qu'ils font donc? Et je lui disais, mais qu'est-ce que tu fais donc? D'accord, à voir. Alors, il n'y a pas une forme, mais il y en a plusieurs. Alors, la représentation médiatisée de la classe inversée, c'est vidéo à la maison, exercice en cours. Bon, ça c'est la représentation médiatisée qu'ont fait les fameux reportages que TF1 et autres ont consacrés à ça. Malheureusement, c'est un petit peu dangereux, parce que ce n'est ni plus ni moins que du magistral inversé. D'accord? Donc ça ne présente pas d'intérêt. Faire entrer l'inversion dans sa pédagogie, excusez-moi, j'ai fait une erreur, l'inversion dans sa pédagogie est affaire de scénarisation. Moi j'insiste beaucoup sur la notion de scénarisation, mais la notion de scénarisation, il faut la voir au sens large du terme. Il ne faut pas la voir au sens cinématographique du terme. Vous savez, le scénario, c'est j'ai tout prévu et tout va se passer comme j'ai prévu. Au cinéma, vaut mieux que le film se déroule comme on a prévu. Mais en classe, ça ne se déroule jamais comme on a prévu. Cependant, il faut quand même scénariser un minimum. Et justement, la classe inversée oblige beaucoup plus la scénarisation que le cours traditionnel, je dirais le cours magistral traditionnel. D'accord? Alors, pensez l'inversion dans le cadre d'une planification sur plusieurs séances. Alors, ce qui est dramatique, c'est de se dire on va tout inverser et séance par séance. Ça, c'est complètement nul. Pourquoi? Parce que d'un seul coup, on change d'univers, c'est systématisé, alors qu'on s'aperçoit que sur une séquence,
par exemple sur une période de 7 semaines, on peut tout à fait avoir des moments d'inversion traditionnels, mais on peut avoir d'autres modalités quand vous travaillez en projet par exemple. En mode projet, quand vous travaillez en mode problématisation, en mode investigation. Donc on a plusieurs modalités, mais la classe inversée, l'inversion, ne se pose pas de la même façon selon les choix pédagogiques que l'on fait. Donc on ne peut pas penser tous mes cours ou mes 3 prochains cours seront en classe inversée. Alors pour ceux qui veulent essayer la classe inversée, même la plus traditionnelle, n'essayez pas une fois, essayez plusieurs fois. Donnez au moins les élèves le temps de s'habituer. Alors, donc, on va faire entrer les élèves dans l'inversion après une préparation. Par exemple, si vous avez une séquence de 7 séances, ne commencez pas la première séance en disant « Bon, vous avez tous lu les documents avant de venir ». Ben non, il faut rentrer dans la thématique. Rentrer dans la thématique, c'est susciter la curiosité, susciter l'envie. Si vous voulez que les jeunes, à la maison, en dehors du temps de classe, ou dans le CDI, ou en salle d'accès libre, prennent le temps de voir, il faut qu'ils leur donnent, vous savez, c'est ce que Jean-Pierre Astolfi appelle la saveur des savoirs, c'est donner envie, il faut les faire saliver. Et si vous arrivez à les faire saliver, alors, du coup, ça devient intéressant d'aller voir avant le cours. Surtout qu'ils savent que pendant le cours, on va continuer de les faire saliver et réutiliser ce qu'ils ont fait. D'accord ? Et évidemment, il faut penser ce que... qui est une notion qui date de 99, qui a été portée par Briggs, je crois, qui s'appelle l'alignement pédagogique. La notion d'alignement pédagogique, c'est malgré tout respecter une certaine cohérence sur l'ensemble de la séquence. La notion d'alignement pédagogique, c'est respectons la cohérence et ne voulons pas tout faire d'une certaine façon, tout faire d'une autre, essayons de voir les équilibres qui vont permettre aux enseignants comme aux élèves et d'avoir des temps d'accélération, des temps de ralentissement, des temps d'approfondissement, des temps de mise en œuvre. Bref, ne pas faire un monolithe, je dirais, ou une sorte de ligne droite absolue qui serait, on fait tous la même chose tout le temps. Mais vous allez voir, c'est pas sans poser des problèmes autres que j'évoquerai à la fin. L'inversion suppose de penser la continuité. Alors moi j'ai pas mal travaillé à une époque dans les systèmes d'apprentissage en alternance. Apprentissage en centre de formation d'apprentis et autres. Et l'un des problèmes majeurs qu'il y avait, c'est que ce qui se passait au centre de formation et ce qui se passait en entreprise, c'était 2 mondes séparés. Alors en général, quand on était en centre de formation, on disait « Bon, allez, tu vas aller en période d'exploitation, tu vas te faire exploiter par le patron. » Et quand le patron disait « Tu vas au CFA, bon, allez, tu vas prendre 8 jours de repos. » Authentique, hein, je vous raconte pas de bazar là. Hein. J'ai formé des maîtres d'apprentissage en suffisamment grand nombre pour le savoir. Alors ça a évolué ces choses-là. On a fait des carnets de liaison, on a fait des formations, on a mis des tuteurs. Mais on voit bien que l'important c'est la continuité. C'est-à-dire qu'est-ce qui fait que ce qui se fait dans le temps de présentiel et ce qui fait dans le temps du travail individuel, il y ait une vraie continuité. Oh bah ouais, on est obligé de faire des exercices. Non, c'est pas ça qu'il faut, c'est qu'il faut vraiment qu'ils aient envie de découvrir et d'apprendre. Alors, assurer donc le lien entre le en classe et le hors classe, et je dis bien le hors classe et je ne dis pas le à la maison, volontairement. Choisissez plusieurs autres modalités, et en particulier pour les élèves qui auraient du mal, je pense, lorsque un élève part le matin de chez lui à 7 heures, prend le bus pendant 1 heure ou 1 heure et demie, le soir fait la même chose, il est important que l'on puisse, même dans l'établissement scolaire, offrir des lieux dans lesquels l'inversion puisse se faire aussi. D'accord ? C'est pour ça que je dis le hors classe et non pas le à la maison systématiquement. Surtout quand vous êtes dans des zones mal couvertes par les liens Internet, auquel cas c'est encore plus catastrophique, ou alors il faut fournir une clé USB ou un système comme celui-là. Ne pas faire du hors-classe un monde étrange et étranger. Donc c'est toute la difficulté, c'est que l'activité que je fais hors classe soit une activité que je comprenne comme étant en lien avec le en-classe. On verra, ne scolarisons quand même pas les temps de loisirs. Ne rendons pas, tu vas apprendre tout le temps, quoi. Tu es condamné à apprendre. Assurer donc pour chacun le possible du hors-classe, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Alors pensez aussi aux internats. Hein, les internats, c'est une vraie question sur les temps de travail d'internat. Alors c'est des questions qui existent depuis très très longtemps, qui sont traitées depuis très longtemps, mais s'il y a des internats, ça peut être intéressant d'y penser aussi. Alors pas une, mais plusieurs formes. Donc l'inversion n'impose pas le numérique, la multiplicité des supports est permise, et c'est la centration sur l'activité de l'élève, sur les activités de l'élève qui est première. Hein, on rappelle, c'est bien la notion d'activité de l'élève. Je rappelle qu'écouter, regarder, prendre des notes, ce sont des activités. Et donc, dans ce que vous êtes en train de faire en ce moment, vous n'êtes pas inactif. Simplement, vous êtes sur un type d'activité qui privilégie une relation particulière, mais ce n'est pas une inactivité.
C'est ça le problème de la pédagogie de l'activité, c'est qu'on croit qu'écouter, prendre des notes, c'est une inactivité, ce qui n'est pas vrai. Ça peut le devenir dans certains cas. D'où par exemple l'intérêt de filmer pour pouvoir regarder après par exemple, ou pouvoir extraire des éléments signifiants. Vous voyez? Alors, le numérique va faciliter l'inversion. Il est facilitant par la richesse des supports. On va aller vers du plurimédia. Il permet aux élèves d'utiliser l'informatique différemment. En particulier à la maison, on peut donner sens aux usages domestiques. Combien de fois des enfants, on leur reproche de ne pas savoir quoi faire, de ne pas savoir bien utiliser l'informatique, mais à la maison, quels besoins ils en ont? On favorise la possibilité, à la maison aussi, d'utiliser les formes intelligentes d'utilisation de l'informatique. D'accord? Il favorise aussi un suivi différencié des apprentissages, dans la mesure où vous organisez... il permet une véritable continuité hors classe d'abord. Bon, mais ça, je l'ai déjà dit. Et puis, il favorise un suivi différencié des apprentissages. Alors, on voit avec les ENT ou avec les systèmes de ce qu'on appelle les LMS, Learning Management System, ou les systèmes qui permettent, disons, les plateformes qui permettent de déposer des choses et d'échanger, on peut arriver à des différenciations avec des travaux de groupe, avec des organisations. Donc ça, on peut vraiment y travailler et ça peut être intéressant. On a remarqué que chaque fois qu'on pouvait travailler avec ces éléments-là, où on pouvait donner des éléments plus individualisés, ou disons à des groupes, alors on avait peut-être des chances avec le numérique de pouvoir le faire. C'est qu'on ne donne pas à tous les élèves la même tâche à faire à la maison, par exemple. C'est assez compliqué, hein. Je vous avoue que c'est pas facile à gérer. Hein. Mais quand on travaille en pédagogie de projet, c'est plus facile. On peut utiliser aussi bien donc ce numérique pour l'individualisation, mais aussi pour la collaboration. Je rappelle que ce n'est pas parce qu'on est à la maison qu'on travaille tout seul. D'ailleurs, les élèves ont compris ça bien avant nous. D'accord ? C'est pour ça qu'ils utilisent tous Skype ou des machins comme ça, ou Snapchat ou WhatsApp pour arriver à discuter entre eux. Et c'est normal. C'est normal. Sauf qu'évidemment, nous, on est un peu déconnectés de ça parce qu'on est toujours sur le mythe tu vas faire ton travail tout seul à la maison. Hein. Et non. En classe, tu es tout seul, à la maison, tu es tout seul, et bien c'est fini. Il y a ça, mais il n'y a pas que ça. Donc, on a la possibilité d'imaginer des choses. Pourquoi pas faire du travail de préparation, du travail hors classe, qui ne soit pas du travail individuel. Alors, il y a aussi des formes d'inversion à questionner. Donc, il faut questionner les activités à domicile. Beaucoup de gens se posent la question, mais s'ils regardent des vidéos, ils font quoi avec ça? Et on s'aperçoit que dans beaucoup de modèles d'inversion, il y a des activités complémentaires. Alors, ça va de la fiche qu'on remplit, à des documents que les élèves préparent, à des recherches complémentaires qu'ils font. C'est-à-dire que l'activité faite à domicile n'est pas une activité uniquement de contemplation. D'accord ? Même si dans certains cas, ça peut l'être. Donc il faut aussi réfléchir à l'activité à la maison. Nous qui travaillons pas mal, moi je travaille beaucoup dans l'enseignement à distance, complètement à distance, eh bien, quand vous êtes à distance, et ça fait assez longtemps qu'on y travaille, eh bien il faut penser quelle est l'activité de celui qui est à distance. D'accord ? Et l'activité, c'est pas que de lire, c'est aussi autre chose. Quelles activités fait-on en classe? C'est donc le problème de la nature des activités. Alors je vous invite évidemment à lire, à consulter cet ouvrage qui s'appelle Pédagogie de l'activité pour une nouvelle classe inversée. Il y a un ouvrage qui vient de paraître récemment à ESF, qui donne des pistes. Alors bon, il n'est pas non plus toujours accessible, mais il a au moins le mérite d'exister. Au moins, il faut le feuilleter pour les quelques pages qui vont pouvoir répondre éventuellement à des questions que vous avez. C'est un bon outil pour répondre à quelques questions. Enfin, comment assure-t-on l'articulation entre les deux? Vous avez bien compris que moi j'étais un grand partisan de la continuité pédagogique, mais d'une continuité intelligente entre ce qui se fait en classe et ce qui se fait hors classe. L'activité hors temps de classe ne s'improvise pas. Les capsules vidéo ne sont pas les seules modalités. Alors je suis atterré de voir les différences de qualité des capsules vidéo. Autant il y a des choses particulièrement sympas, autant il y a des choses qui, sur le plan didactique, posent problème. Quand c'est pas des trucs complètement fous. Il y a un gars qui fait des vidéos, alors je les utilise assez régulièrement dans mes sessions de formation, où le gars il joue à Goldfinger, enfin je sais pas trop quoi, agent secret. Il me dit mais attends, on est où là? On joue à quoi là? Donc on a de tout et de n'importe quoi. L'utilisation de l'existant est profitable selon les disciplines. Ne réinventons pas la roue quand elle existe. Je discutais avec des enseignants qui travaillent dans l'enseignement supérieur, mais en post-bac, sur la préparation au métier de kiné. Métier de la santé et du sport, entre autres. Et je leur disais, mais vous savez que vous avez des bases de données fabuleuses. Il y a un organisme universitaire qui publie des trucs absolument colossaux, vraiment importants. Pourquoi vous ne les utilisez pas? Ah oui, mais on n'ose pas, et puis on préfère faire nos trucs. Mais non, mais utilisez-les. Vous avez le droit d'utiliser ce que les autres font. Simplement, évidemment, c'est pas simple.
Et puis, l'activité d'apprentissage autonome demande une guidance minimale. Vous avez la responsabilité, en tant qu'enseignant, dès lors que vous inversez la classe, et donc dès lors que vous amenez les élèves à avoir une activité d'apprentissage autonome en dehors du temps de classe, vous avez, comme on le fait avec les exercices, besoin de leur donner un minimum de guidance sur l'activité à faire. Il ne suffit pas de leur dire « regardez les vidéos ». Eh bien, ça ne marchera pas. Les activités en classe aussi peuvent varier. Mais l'important et la priorité reste quand même d'assurer la qualité des acquisitions. Et ça, c'est un problème, c'est qu'on peut aussi, à force de jouer avec les formes de classe, on peut oublier que l'essentiel reste quand même de garantir les acquisitions. Alors, vous voyez bien, là en haut, c'est ce qu'on appelle un Explore Camp, en haut à gauche de l'image. À droite, c'est du travail de groupe. Certains reconnaîtront peut-être les tablettes célèbres qui ont sévi dans la Saône-et-Loire, qui cependant posent des questions. Alors, on va se poser maintenant un certain nombre de questions. C'est pas forcément politiquement correct, mais on va le faire. L'enseignant concepteur de support, est-ce à la portée de tous ? Ça fait 30 ans qu'on dit les enseignants vont fabriquer leur logiciel, etc., etc. Enfin, 35 ans. Moi, je me souviens, plan informatique pour tous, ouais, ils vont concevoir leur logiciel, programmer en basique et tout. Et moi, j'ai commencé comme ça. J'étais enseignant aussi, en lycée pro, et je fabriquais mes logiciels. Bon, ça n'a pas duré longtemps. Enfin, ça a duré quelques années, mais puis ça m'a permis de tester des trucs. Mais au bout d'un moment, c'est une tâche énorme. En plus, pour arriver à des bons niveaux de qualité, faut plutôt être bon. Je n'étais pas excellent. Ensuite, loin de là. Et ensuite, il y a besoin de moyens au bout d'un moment. Il faut du temps, etc. Du simple document texte à la vidéo, il y a une grande variété de supports. Il y a des gens, par exemple, qui s'enregistrent avec PowerPoint. Il y en a d'autres qui fabriquent des vidéos qui filment partout, etc. Il y en a d'autres qui mettent la caméra, leur webcam, etc. Bon, pourquoi pas. Il y a plein de supports, mais il y a aussi simplement du texte. Parfois, avec un bon schéma, ça peut parfois aider. Puis parfois une animation bien sentie, voilà. Sauf qu'il faut du temps pour concevoir des supports. Ça prend du temps. Donc autant les faire, mais les partager dans ce cas-là peut-être. Le besoin de compétences numériques avancées selon les choix faits. C'est-à-dire que vous allez être obligé de monter en compétences. Si vous commencez à vouloir faire de la vidéo, ben on ne fait pas n'importe quoi quand on fait de la vidéo. C'est aussi un certain nombre de savoir-faire qu'il faut développer. Et puis il ne faut pas oublier que ce sont des supports qui doivent être réutilisables. S'ils sont trop contextualisés, ils ne sont pas réutilisables. Alors si, vous allez pouvoir les réutiliser d'une année sur l'autre, mais il faut aussi les partager avec d'autres, il faut aussi apprendre à utiliser ceux des autres. Malheureusement, je vous dis, c'est assez inégal. Hein. C'est comme vous savez, quand vous allez sur Internet rechercher des séances ou des séquences proposées par des collègues, vous dites « Ah ouais, mais ça me va pas bien. Ouais, mais ça, c'est pas exactement comme... » Ben oui, c'est normal. Mais cependant, il ne faut pas hésiter à les utiliser quand même. Mais en les adaptant. Dans l'enseignement professionnel, il y a assez techniques, il y a assez longtemps qu'ils ont travaillé sur ces questions-là. Utiliser des ressources existantes, ça pose problème. C'est la pertinence et la qualité. Alors d'abord, le droit de copier, sous réserve, du droit d'auteur et de sourçage. Alors citez toujours vos sources. 2, vérifiez quand même que vous avez le droit de les utiliser. Je dis ça parce que on n'est jamais assez attentif avec le droit. On peut l'enfreindre, mais il vaut mieux l'enfreindre en le sachant que sans le savoir. Vous voyez ce que je veux dire? Au moins, vous savez ce que vous risquez. Mais si vous le faites sans le savoir, et que vous prenez ça en pleine figure après, bon... D'accord? Et je ne parlerai pas des cas très graves où les gens ont enfreint le droit et ils n'auraient pas dû le faire. La recherche des ressources est parfois complexe. Alors ça, c'est un vrai problème parce que beaucoup d'enseignants se plaignent de ne pas trouver les ressources. Malheureusement, j'ai eu un mail hier soir d'un jeune enseignant qui me pose une question. Il me dit, ben voilà, je fais mon master, je fais mon mémoire sur l'ENT, la relation famille-école en primaire, et je trouve rien. Je fais une petite recherche, je trouve quelque chose. Je lui dis, vous connaissez ce truc-là? Ah non, je ne connaissais pas. Ah, tiens, c'est très intéressant. C'était le premier truc que Google m'avait renvoyé sur une équation que j'avais faite qui était simple. Je me dis, beaucoup de jeunes ou d'adultes ne savent pas poser des questions. Et donc, ils sont déjà démunis pour trouver des ressources. Quand un jour, nous étions avec les inspecteurs généraux et inspecteurs pédagogiques régionaux d'histoire-géographie assemblés l'an dernier, quand on voyait le fait qu'ils n'y connaissent quasiment rien eux-mêmes en matière de ressources, on se pose des questions. Quand le café pédagogique a été créé, il a été créé parce que justement, les gens, ils ne savaient pas où trouver tout. Maintenant, ils nous disent, ah ouais, mais il y en a beaucoup de trop, moi j'ai pas le temps, vous comprenez? Tous les jours, il y a une chronique aujourd'hui, c'est celle du primaire, demain ce sera celle du français, tous les 15 jours ça tourne. C'est vrai que ça fait beaucoup de choses, mais il y a des gens qui font déjà ce boulot et qui le partagent.
Et puis, il y a aussi l'évaluation des sources au regard des objectifs. Ça, c'est beaucoup plus compliqué. On est bien plus tranquille quand c'est un bouquin de classe, en particulier un manuel scolaire, parce qu'on pense que les manuels scolaires sont bien faits. À bon ou à mauvais escient, ça se discute. Mais les éditeurs, eux, ont trouvé le moyen de faire en sorte que ça soit un standard. Un standard de qualité qui fait que les enseignants ne se posent pas de questions sur la qualité des manuels scolaires. Ce qui est bien dommage. Ce qu'ils font, c'est qu'ils comparent entre les éditeurs. Et déjà là, en tout cas, moi je mets en cause un peu un certain nombre l'édition scolaire. Pour avoir vu quelques collègues qui écrivaient des manuels scolaires, je me suis posé des questions quand même. C'est intéressant. Quand même. Autre question, mettre en activité pour apprendre. La réception est une forme d'action, mais quel est le degré de passivité? Parce qu'en fait, la vraie question, ce n'est pas de mettre en activité, c'est comment un enfant peut être passif à certains moments face à la situation. Même si vous mettez en projet, même si vous mettez en travail en équipe, même si vous mettez en travail individualisé, vous avez des enfants qui sont passifs face à l'apprentissage. La passivité, c'est quelque chose de fondamental chez un jeune. C'est une forme de résistance interne. Donc notre problème à nous, c'est de redonner de la motivation, de l'intérêt. C'est pour ça que je suis très accouté sur l'idée de la saveur, l'envie, le goût de découvrir. Donc on a à faire ça, et la classe inversée, l'inversion dans la classe, c'est une bonne possibilité. Quelles activités permettent d'apprendre quoi? N'importe quelle activité ne permet pas d'apprendre n'importe quoi. Quand on parle d'alignement pédagogique, il faut choisir les bonnes activités pour apprendre certaines choses. Parfois, on apprend en largeur, c'est qu'on va voir beaucoup de sujets différents. Parfois, on apprend en profondeur, on va approfondir un sujet très très loin. Et selon le type d'objectif qu'on se fixe, suivant les besoins que l'on a, eh bien, on ne fera pas de la même façon. C'est sûr que quand il faut voir le Japon en 3 heures, ce qui est parfois le cas dans certains programmes, on va être en largeur. D'accord, mais là on va vous dire oui, mais l'économie du Japon. Oui, là on va restreindre un peu la largeur. Puis on va dire les ressources naturelles au Japon. Alors là on va encore. Bon. Mais on sait bien qu'entre aller en profondeur et aller en largeur, c'est tout le problème de la définition des programmes, dont on sait depuis des années qu'ils sont pléthoriques, qui sont beaucoup trop gros par rapport à ce qu'un enfant peut assimiler, et que donc on nous donne l'impression d'aller en profondeur, puis finalement on ne va qu'en largeur, c'est qu'on est à la surface des choses. Repassons notre baccalauréat demain et on verra pourquoi. Autre question, c'est l'approfondissement et la stabilité des apprentissages dans la classe inversée. C'est-à-dire qu'il y a un moment aussi, il ne faut jamais oublier quand vous montez votre scénario, de voir les temps d'approfondissement et les temps de stabilisation. Le risque serait de ne pas prendre ce temps de la stabilisation, de permettre par exemple un minimum de réflexivité ou au moins de retour sur ce qu'on a fait pour stabiliser un moment des choses. Parce que un des phénomènes actuels que le numérique induit fortement, c'est le grand bazar. Il y en a de partout, on en a partout. Et donc, le rôle de l'école et le rôle des éducateurs, c'est de fournir des repères. Et ces repères-là, c'est justement le risque, dans une classe inversée, serait de ne pas les fournir parce qu'on est en activité. Une activité. Eh bien, il y a une des activités, c'est structuré, justement. C'est structuré. Et c'est pas structuré, moi, l'enseignant, je donne la structure aux élèves. C'est, avec les élèves, on va arriver à une structuration. C'est exactement le même problème que quand on utilise un schéma. Si vous utilisez un schéma, que vous montrez le schéma tout de suite aux gens, les gens vont voir le schéma, ils vont dire c'est très bien. Et ils ne comprendront rien. Si par contre, avec les gens, on construit ensemble le schéma, alors le schéma fait sens. Parce que dans un schéma, il y a une dynamique de construction du schéma. Et c'est la dynamique de construction du schéma qui fait le sens. Donc le danger, c'est de structurer a priori trop, et de risquer de ne pas structurer suffisamment a priori, et donc de créer un écart entre moi ce que je dis qu'il faut que vous reteniez, et vous ce que vous avez compris qu'il fallait que vous reteniez. Parce que c'est ça en fait, c'est l'écart de représentation. Autre élément, la mise en activité des élèves sur le temps de classe, alors variée, individuelle, collective, collaborative. Dans le modèle canonique, on nous montre les élèves en groupe. Mais ils peuvent aussi, en classe inversée, être individuels. Ils peuvent être par 2, ils peuvent être par 5, ils peuvent être par 12. Ne figeons pas les choses. La question des traces et de la consolidation, ça revient à la question précédente sur l'approfondissement et les apprentissages. N'oubliez pas les traces de l'activité. Alors là, il y a 2 types de traces. Il y a le brouillon, comme on dirait, puis il y a le cahier du jour. Le brouillon, cahier du jour. Bon, la trace provisoire et la trace finale. Mais l'avantage, et c'est ça, c'est un des gros avantages, c'est que vous pouvez accéder à la trace intermédiaire. Et quand on enseigne, accéder à la trace intermédiaire, et surtout lorsqu'on est en salle avec les élèves, alors ça donne un regard différent, on va le voir tout à l'heure.
Question des traces. Question du temps, gestion du temps et des interactions. Donc c'est clair que ça pose des problèmes de gestion du temps. Il ne faut pas se tromper. Hein. Moi, je suis en train d'essayer de gérer mon temps aussi. Gestion de l'autonomie, guidance, guidage. Je m'assois à mon bureau, j'attends qu'il fasse, je l'ai mis en activité. C'est bien. J'ai l'impression de ne rien faire. D'ailleurs, je ne fais rien. Bon, d'accord? C'est pas vrai. Hein. C'est pas vrai. Si vous regardez la vidéo de Pascal Biouet, vous verrez, lui, il est fou, lui. C'est différent. La mise en activité des élèves hors temps de classe va nous poser problème. Voilà. Alors, hors classe, ça va de la consultation simple à la recherche orientée, le traitement du traitement de documents à l'élaboration de ressources. Nous avons un certain nombre de possibilités sur la mise en activité des élèves hors temps de classe, individuelle ou collective. Mais on ne se limite pas à la consultation simple de ressources. La question de la qualité du temps hors classe est une autre question aussi. Alors, d'abord, la question du maillon faible, c'est l'environnement technique dont disposent les élèves. Vous devez toujours penser le maillon faible. C'est-à-dire que quand vous pensez à la mise en place d'une stratégie pédagogique, quels sont ceux qui ont le moins de moyens de la réussir? Et une fois que vous avez dit quels sont ceux qui ont le moins de moyens, alors vous pouvez décliner les moyens techniques pour y arriver. Autre élément, la dynamique d'autonomie de l'élève. C'est très compliqué pour certains élèves d'être autonomes en dehors de la présence d'une classe. Pourquoi ils viennent à l'école? C'est parce que si on les laissait tout seuls, ils n'apprendraient pas. C'est simple. Pour la plupart d'entre eux. Donc, il faut imaginer comment on gère la dynamique d'autonomie des élèves. Ça se fait aussi en classe d'ailleurs. L'accompagnement et ou la guidance, quel accompagnement à distance? Donc, quel support on fournit? Et éventuellement, comment on gère? Alors, je ne dis pas qu'il faut être en ligne pendant les temps de hors classe, mais parfois, des élèves peuvent être invités à envoyer des questions sur un forum, sur un espace, pour justement préparer la classe. C'est-à-dire que tu rencontres une difficulté, eh bien tu te connectes à l'espace de classe et tu déposes la question et on la verra en classe. On la travaillera avec en classe. Vous voyez, on assure de la continuité comme ça. Évidemment, donc articulé avec le présentiel, l'activité que tu fais chez toi, si tu la déposes, elle va être en trace, on va pouvoir la réutiliser. Et puis évidemment, possibilité de collaboration et d'entraide, mais vous voyez, j'en ai déjà parlé, ça, on peut aussi imaginer qu'il y ait des petits travaux de groupe pour ceux qui sont très habitués à le faire. Rassurez-vous, comme je vous l'ai dit, les élèves ont déjà fait avant, donc on peut le faire après. Alors, autre série de questions, la multimodalité. Attention, ce sont de nouveaux langages. Je veux dire par là, on connaît bien, nous on maîtrise bien l'écrit, on maîtrise beaucoup moins l'audiovisuel, on maîtrise encore moins le multimédia, interactif, l'ergonomie, etc., etc. Donc ça suppose de maîtriser les spécificités des supports, ça suppose de connaître les langages des médias utilisés, et ils ne sont pas tous pareils, et attention au risque de saturation-répétition. 3 vidéos à voir chaque jour, et alors si tous les profs s'y mettent dans le même établissement, je peux vous dire, là on n'a pas fini. À mon avis, les séances de télévision à la maison vont se transformer en séances de suivi de l'école à la maison. Peut-être que les parents seront contents, peut-être. Faire évoluer la représentation du scolaire des élèves et des parents, ça c'est une nécessité si vous voulez engager vraiment la classe inversée de manière durable. Dans la séquence, préparer les élèves à la continuité hors classe. Développer le plaisir d'apprendre, découverte dans les activités hors classe. Inciter les parents, l'expliquer aux parents. Que, ne faut pas hésiter à les amener à les rechercher un peu plus loin que ce que l'on leur donne. Il y a ce que moi je leur dis d'aller voir, mais il y a aussi peut-être que eux vont trouver, et c'est intéressant. Favoriser l'implication des élèves même dans l'élaboration de ressources. Le travail à la maison peut être déjà de l'élaboration de ressources, qui vont être traitées en classe après. Inverser la classe, c'est introduire à la formation tout au long de la vie, en évitant de scolariser la vie personnelle des élèves. Nous sommes tous condamnés à apprendre, les enseignants les premiers. Mais, évitons de faire en sorte que toute la vie quotidienne, même hors classe, ce qui pourrait faire plaisir à certains parents, ne soit en fait, je dirais, une condamnation à faire du scolaire à la maison. On a le droit de ne rien faire. Le droit de ne pas apprendre, ou le droit de ne pas lire pour les documentalistes qui connaissent ce truc. Alors vous voyez, les formes évoluent, ça dépend des moyens, les technologies influent aussi sur la façon de s'entraider. Mais quels sont les vrais changements? D'abord, passer de l'information à la compétence. C'est faire de l'information d'abord un terreau d'apprentissage. C'est permettre de transformer l'information en connaissance. C'est ça l'apprentissage. C'est mettre en activité les connaissances pour en faire des compétences. Ça, c'est les 3 étapes de base. Alors si je vous dis ça, c'est parce que j'utilise les moments de l'apprentissage en 4 phases. Pour reprendre la métaphore de l'humain, il y a la phase d'ingestion, la phase de digestion, la phase d'assimilation et élimination et la phase de réutilisation.
Donc l'ingestion, je reçois l'information, la digestion, je transforme l'information en connaissance, l'assimilation et l'élimination, je la mets en œuvre dans des compétences, et la réutilisation, je transfère mes compétences à d'autres niveaux. Voilà. Ce sont les 4 étapes de l'apprentissage, de tout apprentissage. D'accord ? Du coup, les formes classiques de l'apprentissage peuvent être réutilisées aussi. Donc l'imitation, la reproduction, ce qu'on appelle l'apprentissage vicariant, entre autres. L'expérimentation, l'essai, le test, le droit à l'essai-erreur. L'interaction, la confrontation, l'évaluation. Ce sont les 3 fondamentaux de l'apprentissage aussi. On apprend avec 3 points, on imite, on expérimente, on interagit. C'est ce qui permet d'apprendre. Et le tout petit enfant fait ça. Le tout petit, il commence comme ça, il commence souvent par interagir, puis il imite, puis il expérimente, et puis de temps en temps il mélange les 3. Alors ça dépend un peu, on n'est pas toujours d'accord sur l'ordre dans lequel ça se fait. Alors, ces vrais changements. La centration sur le processus apprendre pour induire le processus enseigné et non pas l'inverse. C'est-à-dire que dans la forme traditionnelle de l'enseignement, c'est le processus enseigné qui induit le processus apprendre, et avec la classe inversée, c'est le processus apprendre qui va induire le processus enseigné. C'est donc de ce que je choisis pour faire apprendre qui va me dire comment je vais enseigner. Et non pas, c'est pas comment je vais enseigner qui va induire comment je vais apprendre. C'est un renversement qui est délicat et qui est sensible. C'est amener l'élève à manipuler davantage les connaissances. Et davantage au sens davantage en un mot et en 2 mots. C'est-à-dire d'en profiter pour en faire un avantage. C'est aussi développer les relations entre enseignants et élèves dans une forme de co-construction, l'interaction de tout à l'heure. C'est aussi ne pas laisser le hors-classe comme un no man's land ou une boîte noire qu'on ne veut pas connaître. C'est accepter de rentrer dans cela. C'est pas simple, c'est pas toujours facile. Et puis c'est repenser le travail enseignant, en particulier favoriser la guidance et l'accompagnement, et varier les postures, ne pas tout inverser. N'inversons pas tout. Inversons ce qu'il est pertinent d'inverser et gardons en classe les moments où il est important de faire des activités qui vont permettre cela. Il y a des choses que vous ne pouvez pas faire. Les profs de sciences de la vie et de la terre savent bien qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire à la maison. Puis il y en a d'autres qu'on peut faire à la maison. Alors, on peut changer les lieux, on voit que les espaces de classe peuvent être tout à fait différents, les tablettes arrivent aussi dans un certain nombre d'endroits, on peut apprendre différemment, je ne suis pas sûr que tout soit bien ou tout soit mal, mais en tout cas, c'est l'air du temps. Et de l'inversion au renversement, et je vais terminer mon propos assez rapidement pour évoquer que inverser la classe, c'est une étape de la réflexion pédagogique. C'est que nous sommes dans une évolution sur la réflexion pédagogique. En fait, ça questionne la forme rituelle du travail. Mais même du travail professionnel aussi, sur l'espace vie privée, vie publique, l'espace temps de travail sur le lieu de travail et temps de travail en dehors, télétravail. L'enseignant doit interroger sa posture sur le temps de classe. C'est ça qui est intéressant pour nous, c'est que ça va nous permettre d'interroger notre posture dans le temps de classe. Quand un enseignant dit « j'ai l'impression de ne plus travailler », ben oui, mais tes élèves, eux, les élèves, ils bossent. Bon, et pourquoi pas ? Mais tu n'as que l'impression de ne pas travailler. Oui, mais alors dis donc, question préparation, ben oui, mais tu as peut-être déplacé du temps qui était consacré à une chose que tu consacres à autre chose. Pourquoi pas? L'enseignant doit interroger aussi la place de l'élève dans son scénario, c'est-à-dire qu'il doit être très très preneur de rendre l'élève co-auteur du scénario dans certains cas. C'est-à-dire qu'il faut permettre à l'élève parfois d'infléchir mon scénario prévu. Alors, les contraintes de la forme scolaire peuvent être des freins. Pas assez de temps pour voir le programme, difficulté pour garantir les acquisitions fondamentales, surtout quand on est en classe d'examen. Donc ça, c'est un argument rituel. Non, moi je suis en classe terminale, donc je ne ferai pas de classe inversée. Pourquoi? Pourquoi? La classe inversée rend possible une approche des compétences qui inclut les connaissances. Dans la forme traditionnelle, on est centré sur les connaissances et moins sur les compétences. C'est pour ça que les compétences posent problème. Dans la classe inversée, vous ouvrez une boîte qui vous permet de mieux voir les compétences, parce que en classe, les activités vont vous permettre de voir la compétence en train de se construire. Alors que si ces activités-là, ils les font en dehors, vous ne les voyez pas. Donc vous ne pouvez pas les évaluer. Et que là, vous avez la possibilité d'évaluer, et en particulier d'apporter parfois des remédiations. Et du coup, la classe inversée favorise le travail des obstacles et des erreurs. Les pédagogies par obstacles, les pédagogies de l'erreur. Permettre à l'élève de prendre le temps d'exprimer sa relation aux obstacles. Donner à l'enseignant le moyen de repérer et de comprendre les erreurs des élèves. Favoriser le regard sur le processus et pas seulement sur le produit. Ce que je viens de dire précédemment. Du coup, développer la classe inversée n'est pas un projet isolé. Le risque de l'expérimentation dans son coin. Faites pas ça dans votre coin.
Sinon, ça va faire ce que font toutes les expérimentations. Ah, dis donc, t'as vu ce qu'il fait lui? Oh, ben, on n'y arrivera jamais. Hein. Et puis, vous voyez les élèves, vous récupérez les élèves après, pendant que vous êtes... il est en première heure, il a inversé, vous arrivez après. Bon, maintenant, on va travailler. Oh, oh, c'est sympa pour le copain hein, qui a fait ça avant. Hein. Avant, qu'est-ce que vous faisiez? Ben, on faisait du travail de groupe. Ah oui, vous n'avez pas travaillé, quoi. D'accord? Donc maintenant, je vais vous faire court. D'accord? Bon. L'occasion d'une réflexion collective sur l'apprendre à la maison. Ça, c'est intéressant dans un projet d'établissement. Qu'est-ce que c'est que le travail à la maison? C'est au moins déjà une base pour réfléchir. Et puis, c'est travailler avec l'équipe sur cette évolution. Si vous travaillez seul sur la classe inversée, c'est foutu. Ça n'ira pas plus loin que toutes les autres innovations possibles. Or, là, on a un gisement. Ce gisement, il faut l'exploiter, mais il faut l'exploiter pas seul. Alors, on peut expérimenter seul ponctuellement, mais il faut très vite que ce soit une réflexion plus globale pour les équipes si on veut que ça soit pérenne et que ce soit compris dans une évolution assez fondamentale du système éducatif. Penser la classe inversée au niveau de l'établissement, c'est favoriser l'alignement pédagogique non seulement dans ma classe, mais aussi au niveau de l'établissement. C'est faire en sorte qu'il n'y ait pas la méthode 1 au CP, la méthode 2 au CE1, la méthode 3 au CE2, la méthode 4 au CM1 et la méthode 5 au CM2. Et quand vous arrivez à l'université, vous ne savez pas travailler. Magnifique. Donc si on fait comme ça, évidemment, on ne risque pas d'y arriver. Heureusement, il y a l'invention de la concertation. Heureusement, il y a eu l'évolution du statut des enseignants du primaire et bientôt du secondaire aussi, mais l'évolution est fausse pour le secondaire, mais c'est pas grave. Mais en tout cas, en primaire, il y a eu une très forte évolution. Et cette évolution-là, elle est significative du fait qu'on cherche ce qu'on appelle ce fameux alignement pédagogique au niveau de l'établissement. Pour le secondaire, on y repassera une autre fois. Un tsunami, évidemment. Un tsunami qui fait que le mode transmissif traditionnel est remplacé par ce que j'ai mis en bas à droite, c'est-à-dire le projet fou, le projet utopique qui n'a pas marché, qui est le projet d'Auroville en Inde. Et pour terminer, l'envers et l'endroit de l'école à venir, le monde scolaire cherche à reprendre son souffle en ce moment. Et pour reprendre son souffle, il est confronté à l'offre numérique et il s'interroge sur son modèle. Un modèle fondé sur la relation à l'objet rare, le livre, institué sur un projet politique, développer la société, République, les valeurs de la République, basé sur un personnage idéalisé, l'enseignant. Et oui, c'est les hussards noirs de la République, c'est le modèle idéal de l'enseignant. Hein ne le mettons pas à la poubelle, simplement, aujourd'hui, il est questionné. Mutation progressive du métier d'enseignant, on passe du modèle diffusionniste au modèle transmissif, et moi, pour moi, transmissif, ce n'est pas diffusionniste, transmissif, au sens anthropologique, c'est le passeur. L'enseignant comme passeur. Du contrôle normatif à l'accompagnement structurant. Et c'est là où il y a un vrai changement progressif qui est en train de se faire, mais qui prend beaucoup de temps. Beaucoup plus de temps que je n'en ai encore pour terminer ma carrière, et pour certains d'entre vous aussi. Donc on verra peut-être que plus tard, il nous faudrait peut-être 3 vies pour y arriver. En tout cas, c'est un projet d'enseignant, un projet d'établissement, mais aussi peut-être un projet de société. Je vous remercie de votre attention.